Bonjour, bonjour et bienvenue dans Oh ma planète, le magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états. Merci d'être présent aujourd'hui encore. Ce jour, nous avons choisi de vous emmener à La Réunion pour parler d'une question extrêmement importante, la question de la pêche. Alors, nous allons parler de ça ce matin avec Luc. Ça y est, je me trompe. Aidez-moi. Luc Federmeyer. Luc Federmeyer, c'est pourtant un nom simple à prononcer. Alors, Luc Federmeyer, pour quelle raison vous êtes-vous intéressé à la question de la pêche à La Réunion, dans l'océan Indien ? C'est un grand océan, l'océan Indien. Et même si la Réunion, où la mer est vécue comme une mer hostile, elle est difficile, on n'a pas de lagon la plupart du temps. On est en prise directe avec les grandes houles antarctiques, là, des fois plus de 5 mètres. Mais c'est depuis une vingtaine d'années devenu un grand spot de pêche, peut-être le plus grand spot de pêche au thon du monde. Alors la pêche là-bas, c'est d'abord respect pour ces pêcheurs indépendants qui nous ont accueillis très sympathiquement. L'accueil tous les jours. On vous a fait bon accueil, le tournage s'est bien passé. Aussi bien dans les milieux des pêcheurs que dans le milieu de la surveillance des pêches, par exemple l'armée, la marine nationale, faire un tour avec des gendarmes à 36 nœuds sur une vedette rapide, super. Visiblement, on sent que ça vous a plu, le tour avec les gendarmes. C'est un rêve d'enfant, c'est ça? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors, pour en revenir précisément à la pêche, vous évoquiez à l'instant la pêche du thon, mais je crois que le film qu'on va voir dans un instant parle aussi de l'espadon et de la légine. Quelles sont les différences entre ces trois types de pêche? On peut dire qu'il y a trois types de pêche à La Réunion. Il y a les petits pêcheurs côtiers qui font l'essentiel des effectifs des pêcheurs. Donc ça, c'est l'espadon beaucoup de respect pour eux. C'est l'espadon, c'est tous les petits poissons de fond. C'est aussi du thon, c'est la dorade coryphène. Alors ce sont des gens qui sortent par des houles des fois de 5 mètres de petits ports sur de petites embarcations. Pas à affronter la mer. Chapeau, ouais, vraiment. D'accord. Deuxième type de pêche? Deuxième type de pêche, on appelle ça les longliners. C'est des bateaux qui partent pour des campagnes de quelques jours à quelques semaines, mettre des milliers et des milliers d'hameçons sur des lignes et qui la remontent du poisson, des fois frais, qui arrive à Rungis 2 jours après. Et le troisième type de pêche, c'est la pêche un peu plus lointaine, hauturière, où des bateaux usines partent pour des semaines et des mois parfois de pêche, même des fois dans les 50e rugissants, pêcher la légine, ce poisson de fond qui se vend plus de $40 le kilo. D'accord. Dernière question avant qu'on voit la suite en images. Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça, malgré tout, un problème de préservation de la ressource? Si, sans doute. Comme partout, tout va bien jusqu'à la catastrophe. Donc là, on est encore dans le tout va bien. C'est jusqu'ici tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Exactement. Vous pensez que c'est une histoire qui risque de mal finir? C'est ce que disent les scientifiques. Beaucoup de scientifiques sont embarqués à bord des bateaux. Et merci à la marine. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est peut-être de voir notre marine nationale dans le rôle de Greenpeace, peut-être, ou d'autres ONG, aller faire respecter des quotas, aller faire respecter de la réglementation. Parce que sinon, on a plein de bateaux de pêche illégales qui vont ratisser en dehors des eaux territoriales et qui ramènent tout et n'importe quoi. Des tortues, des dauphins, des thons. D'accord, Luc Federmeyer, merci beaucoup à vous. Revenez ici quand vous voulez, vous êtes notre invité, surtout avec des sujets aussi passionnants que celui-ci. Quant à nous, on va voir tout de suite en images si la marine nationale remplace réellement Greenpeace, la pêche dans l'océan Indien. Et la pêche, pourtant, la pêche, c'est un beau métier. La pêche, on peut toujours vivre. Ouais, la mer plus ou moins belle. Bon, le poisson est un petit peu fait belle, un petit peu là pour la tête, mais à part. Les insulaires de la Réunion, au cœur de l'océan Indien, n'ont jamais été réellement tournés vers la mer. Ce sont surtout des terriens. À la Réunion, le littoral n'est que très partiellement protégé par un lagon. La mer est vécue comme un milieu hostile, avec des houles et des déferlantes dangereuses, des courants très rapides et des vents violents. Cependant, depuis une vingtaine d'années, la Réunion est devenue la capitale d'une grande zone de pêche. La pêche se pratique sur 3 zones. La petite pêche littorale, les longliners qui utilisent des lignes de milliers d'hameçons et partent pour des marées de plusieurs jours, et la pêche industrielle, dont les marins embarquent pour plusieurs mois. Le cas de l'océan Indien en matière de pêche tonnière est vraiment exceptionnel mondialement, puisque jusqu'aux années 80, les captures tonnières étaient à 200 000 tonnes, on ne pêchait rien à La Réunion, presque. Et depuis 1980, il y a eu une explosion
terrible de toutes les pêches tonnières, des pêches palangrières, des pêches à la Seine, des pêches artisanales. Et à l'heure actuelle, on a 1 500 000 tonnes de thon. C'est devenu, avec le Pacific Ouest, la principale zone de pêche tonnière au monde. Alain Fontenot est analyeute. Dans le jargon scientifique, c'est un spécialiste des populations de poissons. Il exerce au sein de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et nous éclaire sur les conditions de la pêche tonnière. Les pêcheries atteignent le maximum de productivité. On estime qu'on ne pêchera pas beaucoup plus de thon que ce qu'on pêche à l'heure actuelle, mais on n'a pas encore vu de surexploitation chronique majeure. La grande particularité de la pêche tonnière dans l'océan Indien, c'est d'avoir 50% des captures de thon qui sont réalisées par des pêcheries très artisanales, et des milliers de petits bateaux, donc on n'a même pas le nombre. On connaît aussi très mal les captures, les espèces, les tailles capturées par ces pêcheries. Et alors ça pose un problème majeur et croissant dans toutes les évaluations, puisque toutes les évaluations sont basées sur une connaissance parfaite des quantités capturées, et ça n'est pas du tout le cas. Si pour l'instant la situation n'est pas alarmante, il faut rester vigilant, car avant chaque catastrophe, tout semblait aller bien. Maintenant, la pêche, c'est mon métier. Je changerai ce métier pour rien au monde. Didier Lebon est pêcheur à Sainte-Marie. Il représente les petits pêcheurs côtiers, principaux acteurs de la pêche artisanale réunionnaise. Il pêche des thons, de l'espadon et d'autres poissons à la traîne, à la dérive ou à la palangre. 14 ans de pêche. Et avant, j'étais moniteur de voile à Saint-Paul. Toujours dans le cadre de la mer. À l'école des Glénans, en Bretagne, j'ai fait mon brevet d'état de premier degré en voile. J'ai fait de la pêche de la longue ligne, j'ai travaillé pour des patrons, mais en plus, ça va, t'es pas chez toi. C'est soit tu bosses, soit tu dégages. Même si tu as fait 20 tonnes, t'es crevé, t'es cassé, demain, t'es obligé de refiler. Je ne pourrai plus jamais travailler pour un autre patron. C'est fini, hein. Clair et net. Tandis que là, ici, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu travailles le type de pêche que tu veux. Demain, je fais du crabe. Après-demain, je fais de la palangre. Après-demain, je suis au DCP. Je suis libre. Là, c'est le DCP de Sainte-Marie. Bon, il n'y a pratiquement pas de courant. Depuis une vingtaine d'années, on a mis en place à La Réunion des DCP, dispositifs de concentration de poissons, qui ont permis d'augmenter notablement les prises. Aujourd'hui, les pêcheurs ne pourraient plus s'en passer. Depuis la nuit des temps, on a remarqué que les poissons se concentraient sous les épaves. On a donc profité de l'aubaine pour attirer les poissons en créant des DCP, qui sont des objets flottants de différentes formes et matières, fixés sur le fond de l'océan tout autour de La Réunion. Au large, les grosses unités de pêche industrielle utilisent des DCP flottants bourrés d'électronique. C'est une bonite, un petit tonidé que Didier a pêché. Il lui servira d'appât pour de plus belles prises. Le poisson, comme il vient de plus en plus rare, le poisson reste de plus en plus loin avec la pollution. On est obligé de se taper des mers vraiment démontées pour pouvoir travailler. Il n'y a plus de poisson. Le problème est là. Mais moi, je suis sûr, demain, comme là, j'envisage de reprendre un bateau un peu plus gros, parce que mon bateau devient vraiment trop petit pour la pêche que je fais. Je compte m'installer dans la longue line, mais je suis sûr que je vais demander une licence. Avec la grande gueule que j'ai, dans tous les plaintes que je porte aux affaires maritimes, au crédit maritime, tout ça, je suis sûr que j'aurai jamais de licence. Donc il va falloir que je pêche en fraude. Et là, je vais me faire gauler, ça c'est sûr. Largue derrière. Les petits pêcheurs côtiers représentent l'essentiel de la profession. Contrairement à la pêche industrielle, il est très difficile d'évaluer les volumes de leurs prises. Leur contrôle est assuré par la gendarmerie maritime, à bord de la vedette rapide, la Verdon. Bruno Jaillet est le commandant par suppléance de la vedette de gendarmerie maritime Verdon. Tous les jours, avec son équipage, il sort en mer contrôler les petits pêcheurs.
aller contrôler le navire qui était à l'entrée du port, qui doit être un professionnel. On est paré. Monsieur Lyon. Bonjour monsieur, gendarmerie maritime, on va procéder à votre contrôle. Est-ce que je pourrais monter à bord? Bonjour monsieur. Ouais. Merci. Merci monsieur. Attention. Donc vous êtes en mer depuis combien de temps? Hier soir. Donc on récapitule au niveau des engins de pêche, hein, c'est 2 lignes de traîne plus la dérive, 2 lignes de traîne et de dérive, une ligne de fond gréée à 3 hameçons et une ligne pêche cavale gréée d'une mitraillette de 5 hameçons, hein, on est d'accord. Bon ben Bruno, on a fait une fiche SATI, hein, c'était le Big A, on l'a contrôlé que très rarement, il est à Saint-Leu d'habitude. Il a fait pas mal, il a fait 34 thons jaunes et puis du Vivano 5 kg et 4 kg de pêche cavale. Il a fait une bonne pêche. Pas d'infraction à bord? Non, rien du tout. On trouve de temps en temps des gens qui ne sont pas dans leur zone de pêche. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive quand même. Mais il faut savoir qu'il y a malgré tout des dérogations à La Réunion. Et il faut bien demander aux pêcheurs avant le contrôle s'il a une dérogation pour pêcher dans ces zones-là, alors que d'habitude, il ne l'a pas. Alors, concernant les réserves sur l'île de La Réunion, effectivement, ça s'est créé il y a peu de temps maintenant. Oui, effectivement, il y a des zones où il ne faut pas, où on n'a pas le droit de pêcher. Il y a même des endroits où on n'a même pas le droit de naviguer. Derrière moi, vous pouvez voir un DCP, un dispositif de concentration de poissons. Dans notre mission, nous faisons respecter les règlements qui concernent ces DCP, c'est-à-dire qu'en semaine, ce sont les professionnels qui ont le droit de s'approcher de ce dispositif et de pêcher. Le week-end, ce sont les plaisanciers. À l'échelle internationale, la gestion de la pêche au thon et autres poissons pélagiques est organisée par la Commission tonnière de l'océan Indien, la CTOI. Alors, le comité scientifique de la CTOI, au sein duquel je travaille, est unanime et que pour toutes les espèces, à l'heure actuelle, il fait une recommandation ferme qu'il faudrait au minimum ne pas accroître l'effort de pêche. On a largement assez de bateaux et dans bien des cas, diminuer l'effort de pêche actuel et diminuer les captures légèrement. Diminuer les captures, c'est peut-être aussi favoriser une pêche à l'échelle humaine. Une alternative est celle des mini-longliners. Charles Delmas, pêcheur à Sainte-Marie, est mini-longliner. Il représente une transition entre les longliners au milieu d'hameçon et les petits pêcheurs côtiers. Voilà, le début de ligne. La veille au soir, il est parti au large seul, mouiller ses 30 km de ligne et ses 370 hameçons. À 4 heures du matin, en pleine nuit, et par des creux de 5 mètres, il va remonter ses lignes. Donc ça, c'est l'agogno en question, le récepteur, l'émetteur dans le bateau. Lui, il envoie un signal, et comme ça, on sait où c'est que la bouée elle est posée, et combien elle a dérivé. D'après le GPS, les balises Gogno, qui lui permettent de retrouver ses lignes, ont dérivé pendant la nuit, emportées par le courant violent sur 40 km. Il faut dire que l'espèce recherchée, c'est l'espadon. Donc, comme il ne va pas y en avoir un tous les 50 mètres, il vaut mieux mettre plus de lignes que d'hameçons. Il va se mailler avec la ligne. Il va faire le saucisson même. Difficile d'empêcher les requins de mordre à l'hameçon. Mais Charles peut être sélectif dans le choix de ses prises.
Il relâche ce requin peau bleue qui repart avec son hameçon. Un germon. C'est un thon germon. Il déroule au maximum 70 km de ligne. Voilà. À chaque sortie, Charles investit 200 € de gasoil Magnifique, et 400 € en appât. Beau poisson. Mais son salaire mensuel est d'environ 4 000 €. La plupart du poisson est revendu à un accapareur qui lui-même revend. Ou sinon, j'ai certains restos qui sont friands de poissons frais ou de thon, de dorade, de germon. Donc ça va direct être livré au restaurant. Donc avec un peu de chance, il va être mangé ce midi. Une coryphène, une femelle, toute jeune. Ça va changer de couleur après, bleu. Des fois un peu de vert. Ah voilà, déjà le vert sur le dos là. Ah ouais, là c'est joli là. Jaune, vert. Couleur de stress. Il donne des jolis coups de tête. En fait, il recrache l'estomac pour essayer de décrocher l'hameçon. Voilà. Et ben. Voilà. Pour nous, les petits bateaux, on va dire les moins de 12 mètres, on doit respecter une zone qui se trouve entre 0 et 12 000. Parce qu'après 12 000, bon, il y a nous, de 12 à 20. Et après, il y a les moyens, et il y a les gros, donc il y a des bateaux partout, quoi. Que du bonheur! Il faut pas perdre espoir. Hein? L'espadon est l'espèce cible, ce grand migrateur du large qu'il est encore très difficile d'étudier mais dont les effectifs semblent rapidement diminuer. Officiellement, sa pêche est réservée aux pêcheurs côtiers et aux adeptes de la pêche sportive. Mais sur les milliers d'hameçons, des longliners et les gigantesques filets des thoniers, sonneurs, industriels, comment effectuer une pêche sélective? Il n'est pas rare que dans ces énormes filets de la pêche industrielle se prennent tortues, dauphins et autres mammifères marins. À la gueule déformée. Au milieu de sa journée, Charles rentre au port avec ses prises qu'il a préparées pour ses acheteurs. Il repartira mouiller ses lignes ce soir, après avoir dormi 2 ou 3 heures. Les pêcheurs comme lui pratiquent une exploitation raisonnée de la ressource, mais les principaux armements réunionnais concernent des navires qui posent des lignes équipées de milliers d'hameçons. Les longliners, leurs techniques de pêche se sont largement modernisées. J'ai connu des bateaux de pêche depuis 40 ans. Le même bateau de pêche, quand j'étais jeune, il pêchait 2-3 000 tonnes. Je retrouve le même bateau qui pêche maintenant 15-20 000 tonnes de thon. Le même bateau physiquement. Et pourquoi? Eh bien, c'est qu'il a de multiples changements à son bord. Il est bourré d'électronique, il a changé son filet, il a des radars à oiseaux qui permettent de détecter les bancs d'oiseaux à 15 km de distance, donc les bancs de thon. Ce matin, le Sainte-Marie, un longliner armé par la société Année, Lille, en breton, vient de rentrer d'une marée de plusieurs jours avec à son bord une belle cargaison de thon. C'est la débarque. Bruno Houillon est le capitaine. C'est un patron pêcheur. On est bien d'accord? Ouais, d'accord. Bon, après qu'il n'y a plus de poissons, tout ça, je sais pas. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué en fin de compte à pêcher, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, par rapport aux premières bases, quoi. Maintenant, c'est pour ça que maintenant, ils font des bateaux quand même plus gros, équipés justement pour essayer d'aller plus loin, pour faire des marées plus longues, quoi. Parce que c'est vrai que c'est nettement moins facile qu'auparavant, quoi. Bon, ici, la Réunion, pourquoi? Ici, la côte est plus petite, donc tout ça. Il n'y a pas de plateau continental aussi, c'est ce qui joue beaucoup. Là, 3/4 de l'année, on pêche dans les eaux malgaches, quoi, les 3/4 de l'année, quoi. Et c'est quand même là où on trouve le plus de poissons, parce que il y a un plateau continental, il y a concentration de plancton, il y a plus de changements de température, il y a tout ça, tous des facteurs favorables pour justement toute la chaîne alimentaire, quoi, le plancton, le petit poisson et le gros qui mange le petit, puis nous qui attrapons le gros, enfin en tout cas qui essayons, quoi. Les thons débarqués de Sainte-Marie rejoignent les entrepôts de la société Réunion Pélagique, qui exportera le poisson frais au plus vite en métropole. Ils seront à Rungis dans les 48 heures. Sébastien Camus en est le gérant. Il ne s'agit pas de thon rouge, c'est pas l'espèce thon rouge, c'est du thon yellowfin ou dit albacore.
qui est une espèce de thon à chair rouge, mais qui n'est pas le thon rouge de Méditerranée sur lequel on connaît quelques problèmes de stock depuis quelques années. Donc ici, c'est une espèce qui n'est pas soumise à quota, que l'on peut pêcher librement et pleinement dans tout l'océan Indien. Sans quota sur la pêche du thon rouge dans l'océan Indien, la mode des sashimi et des restaurants japonais entraînera-t-elle un véritable génocide dans les populations de thon? Depuis moins d'une dizaine d'années, en fait, ce marché progresse à l'export et on a un petit peu surfé sur la mode du thon cru avec la restauration japonaise qui tire ce marché vers le haut depuis déjà quelques années. Les poissons sont donc découpés en longes, c'est-à-dire des gros filets, sans peau et sans muscle noir, c'est-à-dire la ligne de sang qui donne un goût un peu amer à la chair de thon. Donc là, on a vraiment un produit prêt à utiliser qui va être ensuite emballé sous vide et emballé en caisse polystyrène d'une quinzaine de kilos. La problématique, c'est la pêche illicite, dite pêche pirate, qui représente quand même une part importante de la pêche dans l'océan Indien. Donc c'est contre ça qu'il faut se battre, puisque c'est une pêche qui n'est pas maîtrisée. Et donc on a besoin d'y voir plus clair sur ces quantités qui sont pêchées sans licence sur toute la zone océan Indien. Le grand danger, c'est ce qu'on a vu au Canada, c'est que tout va bien jusqu'à la veille de la catastrophe. Et quand la catastrophe est arrivée, il est trop tard pour réagir. C'est le cas très classique en halieutique. On a des rendements soutenus jusqu'au dernier moment, et puis ça s'effondre. Et quand ça s'effondre, c'est souvent irréversible. L'écosystème change, l'équilibre prédateur-proie change. Et au lieu d'avoir des thons, on a des méduses, par exemple. C'est un peu ce qu'on observe dans certains... Les excès de la pêche industrielle avec des navires-usines qui ratissent les océans sont connus. La sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps, mais on construit des navires de plus en plus chers, de plus en plus efficaces pour attraper le poisson. La Sapmer est la société de pêche la plus importante et la plus ancienne à La Réunion. Les premières campagnes ont été lancées en 1947. Elle possède une flotte de 10 navires, dont les plus modernes tonniers sonneurs français, équipés, nous dit-on, dans le respect des normes environnementales. Dans ces entrepôts sont stockées une grande partie des prises de poissons surgelés en haute mer, au cours des campagnes de pêche de plusieurs mois. Pour limiter les excès de la pêche industrielle, la France dispose d'un outil de surveillance très efficace, le CROSS. En ce qui concerne la zone de Tromelin et de La Réunion, donc il y a la flotte française de palangriers qui s'éparpille donc sur la zone ouest de La Réunion et sur la partie est et sud de Madagascar. À noter également donc la présence du styrène, le tonnier français qui pêche donc dans le cadre de la campagne du Mozambique à Tromelin. La boudeuse qui termine sa mission de surveillance et qui donc fait route vers La Réunion en passant par la Z2 de Tromelin pour effectuer donc du contrôle de pêche et de la surveillance générale. Autrement dit, donc, les orientations de contrôle des pêches que j'ai données en tant que DRAM sont correctement mises en œuvre, c'est-à-dire qu'à la fois la zone de pêche australe et la zone de pêche de la zone tropicale sont bien couvertes par les moyens de contrôle et il n'y a aucune détection de pêche illicite actuellement dans la zone. C'est très bien. Le CROSS réunit plusieurs instances civiles et militaires. Jean-Marie Coupu est le directeur régional des affaires maritimes. Alors, la mission des affaires maritimes est de protéger notamment les ressources halieutiques. Et pour cela, effectivement, le préfet de La Réunion, le préfet de région, confie au directeur des affaires maritimes le soin de mettre en œuvre cette politique de contrôle. Et il le fait pour l'ensemble de la zone de l'océan Indien, c'est-à-dire, d'une part, effectivement, les zones économiques exclusives de La Réunion, et des îles éparses qui sont au large autour de Madagascar, et également les îles australes qui sont dans la partie sud de l'océan, là où le temps effectivement est mauvais, et où on pêche la légine, ce fameux poisson des glaces qui a une importance économique très importante pour La Réunion. Et nous travaillons pour cette opération de surveillance des pêches en étroite relation avec nos amis australiens qui ont une frontière commune avec la France, au sud immédiat de Kerguelen, au titre des îles effectivement de Heard et de McDonald. La pêche illicite se trouve maintenant une situation
non pas d'éradication, parce que le mal existe encore, mais au moins de marginalisation. C'est-à-dire que les navires de pêche illicite n'osent plus rentrer dans nos zones économiques exclusives, où ils savent qu'ils ont de très fortes chances d'être interceptés, d'être déroutés et d'être confisqués par la justice, mais se maintiennent maintenant aux marges de nos zones économiques exclusives, donc aux frontières, à la périphérie, là, en haute mer, où la pêche reste encore effectivement tolérée. La mission de surveillance des pêches est indispensable à la gestion des stocks de poissons. En 2003, le CROSS a été doté d'outils de télédétection satellitaire radar très performants, les systèmes RadarSat et Envisat. Il dispose d'un patrouilleur dont l'histoire originale nous est racontée par Éric Banel, administrateur principal des affaires maritimes. Alors, vous êtes ici à bord d'un patrouilleur de surveillance des affaires maritimes, mais ce patrouilleur a une double particularité. La première particularité, c'est que vous êtes ici à bord d'un ancien navire de pêche. Cet ancien navire de pêche a été arraisonné par la Marine nationale, il a été dérouté et saisi sur ordre du directeur des affaires maritimes de l'époque, puis transformé en navire de surveillance, donc dédié à la surveillance des pêches. La France est dans la région, je pense même l'un des seuls ou le seul pays qui assure des contrôles en haute mer. Mais je dirais que c'est plus des contrôles pour protéger les intérêts économiques de l'exploitation de la zone économique exclusive française, qui est très vaste. Il y a celle de la Réunion, il y a celle des îles Éparses, il y a celle de Kerguelen, Crozet. Donc c'est un rôle de police nationale de protection de nos intérêts économiques. Alors la collaboration est très active à la Marine nationale, effectivement, mais c'est surtout pour la protection de la légine. La légine, donc, qui fait l'objet de menaces, qui faisait l'objet de menaces incroyables dans toutes les mers au bord de l'Antarctique, par suite des pêches illégales massives. Alors, pour la protection de la légine, il y a vraiment des efforts énormes qui ont été faits en étroite collaboration entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France, et qui ont conduit à très grands succès. On peut dire que la légine est pratiquement sauvée à l'heure actuelle, mais grâce à la commission qui la gère, la CAMELAR, et à l'effort international des forces militaires de ces trois pays. La légine est un poisson délicieux, encore peu connu en France, qui vit à 2000 mètres de profondeur dans les mers australes. La légine représente de gros intérêts financiers. Elle se vend plus de 40 € le kilo. Sur le bord! Lorsqu'un constat de pêche illégale a été établi, il s'agit de faire appliquer la législation. Cela devient l'affaire de notre marine nationale. Le capitaine de vaisseau Dominique Riban est le commandant de la zone maritime sud de l'océan Indien. La Marine nationale est donc essentiellement le bras armé de la surveillance des pêches, particulièrement à La Réunion, où la Marine nationale est le seul service de l'État ayant des moyens de coercition éventuelle en cas de nécessité. Si l'on trouve un contrevenant dans nos zones économiques, qu'elles soient françaises ou australiennes, bien évidemment, on va commencer par essayer de demander gentiment à la personne, au bâtiment que l'on trouve, de nous autoriser à faire une visite à bord. Bien évidemment, si l'intéressé est contrevenant, en général, ça ne se passe pas très bien. Il refuse de s'arrêter et nous laisser monter à bord pour faire la visite. Donc à ce moment-là, on peut arriver à plusieurs modes opératoires, qui sont d'abord des tirs d'avertissement, qui consistent d'abord à faire un tir de semonce. Alors, si nous devons employer la force dans une action de police des pêches, nous avons plusieurs systèmes d'armes. Ici, vous voyez le système d'armes 100 mm, qui a une portée d'environ 10 km pour un but contre surface. En général, on l'utiliserait comme une arme de dissuasion, mais si nous devons détruire un bâtiment, c'est l'arme aussi qu'on emploierait en priorité, notamment donc, contre les grands bâtiments, puisque c'est notre arme la plus puissante. Cécile Cornier, artilleuse et spécialiste du tir au canon de tout calibre. Verra-t-on demain l'artillerie lourde sur les zones de pêche au thon? La conservation des thons de l'océan Indien nécessitera une structure efficace pour analyser l'état des stocks et faire des recommandations qui seront véritablement appliquées par les pays membres et avec des pleins pouvoirs de contrôle des règlements qu'elle a décidés. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Tant que ça n'aura pas été en œuvre, la ressource thonière de l'océan Indien est menacée, c'est certain.
Oh ma planète, le débat. La pêche dans l'océan Indien, des terres australes aux Mascareignes. Pour en parler ensemble, nous accueillons aujourd'hui un membre de l'association Greenpeace, François Chartier, qui est l'un des membres du pôle océan de l'association écologiste. Oh ma planète, le débat. Alors, chasse, pêche, nature ou tradition, ou encore priez pour nous, pauvres pêcheurs. Bref, je suis à court de mauvais jeux de mots pour vous présenter le thème de notre débat d'aujourd'hui. On va parler de pêche à La Réunion. Nous allons parler de pêche avec un grand spécialiste des pêchés. Mon ami Yves Lers, qui est journaliste spécialiste des questions d'environnement. Vous êtes en forme, Yves? Surtout avec ce que vous venez de dire. Bon, également présent avec nous sur le plateau aujourd'hui, François Chartier. Bonjour. François Chartier, bonjour. Vous êtes membre de l'association Greenpeace. Je ne me trompe pas? Exactement. Jusqu'ici, tout va bien, c'est parfait. Avec nous également sur le plateau, mais c'est maintenant une tradition des représentants des téléspectateurs, en l'occurrence le public, qui a l'air toujours en forme, bon pied, bon oeil. Vous commencez à connaître la règle, chers amis. Si vous voulez poser la moindre question, vous levez la main, vous prenez le micro, on vous donnera la parole. Et même si dans un instant d'insolence, vous voulez bien poser la question sans lever la main, vous vous saisissez du micro et à ce moment-là, nous allons accourir pour prendre une question. Première question, justement, dans le débat de Oh ma planète. Est-ce que sur ces questions de pêche à La Réunion, Yves Lers, est-ce qu'on a bien pris la mesure des enjeux? Puis après, François Chartier, je vous demanderai peut-être de planter notre débat, d'abord quasiment d'un point de vue géographique. Yves Lers, sur les enjeux. Je pense qu'on n'a pas effectivement pris la mesure et qu'on ne se rend pas compte de ce qui se pêche, on va dire, plus largement dans l'océan Indien, plus largement encore dans le Pacifique, naturellement, avec des bateaux qui viennent du monde entier, une concurrence assez impitoyable, mais aussi une réglementation qui est régionale, des différents pays de la région, et qui est plutôt pas mal respectée. Alors justement, régional, François Chartier, un mot peut-être sur la région, sur l'environnement régional de La Réunion. Alors on parle du bassin de l'océan Indien. Globalement, comme ça vient d'être dit, les questions de pêche ne connaissent pas les frontières et donc il faut une vision d'ensemble. Les pêches les plus importantes qui se sont développées ces dernières décennies, donc de manière industrielle, c'est avant tout les pêches thonières pour la zone tropicale, autour de l'océan de l'océan Indien, jusque dans le Pacifique. Les problématiques sont souvent assez similaires. Et puis, quelque chose un peu différent et qui méritera d'être évoqué, c'est dans l'océan austral, donc autour des TAF, les terres australes françaises, le problème de la légine, qui est un poisson qui est pêché exclusivement dans cette région-là. D'accord, j'imagine que vous y reviendrez tout à l'heure. Yves Lers ou François Chartier, vous avez le sentiment que de ce point de vue-là, on progresse réellement? Moi, j'ai l'impression que depuis des années, maintenant, j'entends dire qu'on va légiférer, qu'on va faire en sorte de ne pas épuiser les ressources. Et finalement, ce qui progresse, c'est le nombre de bateaux qui pêchent. Donc ça veut dire que ça empire. Non, de bateaux, je parle des bateaux industriels, parce qu'il y a quand même plusieurs formes de pêche dans ces régions-là. Il n'y a pas que de la grosse pêche industrielle. Alors distinguons peut-être, justement, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Les pêches artisanales locales, qui sont elles-mêmes victimes de cette surpêche, et les pêches industrielles, qui sont avant tout des flottilles délocalisées de l'Union européenne ou d'Asie. Dans votre collimateur, vous avez surtout ces pêches industrielles. Pardon, j'emploie le terme de collimateur, parce qu'on sait que l'association Greenpeace est une association extrêmement militante, capable d'être un peu, capable, y compris, de porter une certaine forme de radicalité. Est-ce que cette radicalité aujourd'hui s'exerce contre la pêche industrielle? Alors, le problème aujourd'hui, juste 2 chiffres, pour ne pas inonder les gens de chiffres. Aujourd'hui, 80% des stocks dans le monde sont surexploités ou pleinement exploités. Et c'est une situation qui ne fait qu'empirer d'année en année. Et autre chiffre extrêmement intéressant, en particulier sur cette problématique de l'océan Indien, aujourd'hui, 1% des bateaux sont responsables de 50% des captures. Donc on voit bien où est le problème. Donc c'est effectivement ces flottilles industrielles, de plus en plus performantes, qui posent le problème. C'est le cas dans le Pacifique. On a été en mer l'été dernier, justement pour travailler, pour documenter, mais également dénoncer une surcapacité chronique. C'est les flottilles, encore une fois, européennes, taïwanaises, asiatiques. Et c'est des flottilles thonières qui font qu'il n'y a plus de ressources et non plus de moyens économiques pour valoriser ces ressources pour les États locaux.
Et puis, c'est les flottilles sur lesquelles on a travaillé il y a quelques années, souvent battant pavillon de complaisance, hein, donc sur des États... Alors, un pavillon de complaisance, précisons. Alors, un pavillon de complaisance, c'est le pavillon d'un État qui, je dirais, permet de fonctionner sans aucune règle. Alors, c'est le cas pour la pêche. C'est souvent des petits... C'est ce qu'a commencé à faire la Chine ? La Chine n'est pas à proprement parler un pavillon de complaisance, mais pratique beaucoup la pêche illégale. On pense plutôt à des pays comme Malte, par exemple. Malte, évidemment, le Panama, les îles telles que le Kiribati ou l'île Cook. Globalement, que ce soit en matière d'ailleurs de navires commerciaux, navires marchands. Oui, et là, on a également les transporteurs exactement, de pétrole. On se souvient de l'affaire de l'Erika avec... Donc, je voulais dire que la Chine faisait appel à des pavillons de complaisance. Je disais pas tous les États industrialisés. Tous les États. Tous les États industrialisés. La France aussi. La France aussi. Ah bon. Et globalement, le problème donc, dans cette région australe, c'est là beaucoup plus de la pêche strictement illégale. Il y a la surpêche, on va dire, légale. Alors la ressource ne fait pas la différence. Mais... Pardon, ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Il y a la surpêche légale et puis la surpêche illégale. Ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, les normes légales, finalement, autorisent la surpêche. Les normes légales autorisent la surpêche parce que, globalement, les décisions politiques ne respectent pas les recommandations des scientifiques. Aujourd'hui, dans un grand nombre de conférences régionales, ces conférences régionales, si on prend l'océan Indien, vous avez par exemple la conférence tonnière de l'océan Indien, IOTC en anglais. Cette conférence a pour but de gérer collectivement entre les États membres les niveaux de capture, les techniques de pêche, les saisons de pêche, un certain nombre d'éléments comme par exemple les possibilités ou pas d'utiliser des moyens pour rassembler le poisson. Tout l'arsenal. Exactement, tout l'arsenal. Et il y a un comité scientifique, comme dans toutes ces conférences régionales. Ce n'est pas ce comité scientifique qui détermine les choix politiques. C'est les intérêts économiques à court terme. Comment Premier décalage. Le comité scientifique, ça sert à rien. À peu de choses. En tout cas, en termes de décision politique, le comité scientifique n'est pas assez écouté. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les scientifiques savent, les politiques n'agissent pas, ou en tout cas pas assez vite à votre sens. Pourquoi ? Alors, évidemment, il y a des intérêts économiques. Il y a également, je dirais, des persistances de logique politique. Pour ça, il faut remonter un peu en arrière. Remontons au début des années 80. Alors, il y a une logique qui a été mise en place, en particulier dans le cadre européen, même si dans l'océan Indien, on est un peu sur un système d'exception. Mais cette logique, elle est très simple. On a calqué le modèle de la PAC, la politique agricole commune, pour mettre en place la politique commune des pêches. Et donc ça finit par polluer l'ensemble des... Donc sur le modèle de la PAC, qui est quand même un système de surproduction la PAC n'était pas un succès chez nous. Intensif et tout. C'est un système productiviste. On s'est dit, on va faire la même chose dans le domaine de la pêche. Exactement, avec une grande différence, et qu'on n'arrivera jamais à dépasser. En agriculture, on produit. Vous semez, vous produisez, vous pouvez gérer les flux. La pêche, ce n'est et ça ne restera jamais autre chose qu'une technique de prélèvement sur un stock sauvage. On ne produit pas du poisson, on va le chercher. Et même si la technique est de plus en plus industrielle, on reste quand même dans une logique de cueillette. Et cette cueillette, on peut éventuellement gérer l'effort de pêche, on peut gérer la manière dont on la pêche, on ne peut pas gérer la ressource en tant que telle. On ne va pas réensemencer l'océan. Non. C'est une utopie qui exactement, ça ne fonctionne pas. Et c'est là, je dirais, le problème à l'origine même de cette gestion des pêches. Alors, on la retrouve dans la politique commune des pêches, spécifiquement dans les eaux européennes, mais malheureusement, on la trouve dans les conférences régionales, dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Et cette combinaison entre des intérêts économiques et une logique de gestion qui est complètement à côté de la réalité, qui fait qu'on est à la fois dans une catastrophe environnementale, les stocks sont de plus en plus en mauvais état, mais une catastrophe économique, c'est des flottilles qui sont soit de moins en moins rentables parce que extrêmement subventionnées, soit, si on parle des flottilles artisanales, qui ne permettent pas aux populations locales. Voilà. Et donc un problème social. Conséquences sociales, donc environnement, économie, sociale, tout est lié. La fraude, la pêche clandestine, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, celle-ci, elle participe aussi de cet excès, ou elle participe dans quelle proportion ? C'est-à-dire si on supprimait tout ce qui est clandestin, est-ce qu'on reviendrait à quelque chose d'équilibré ou pas ? On ramènerait à un niveau de légalité, donc ça permettrait de faire un certain type de ménage. Ce qu'il faut voir, c'est que on a souvent l'image, en particulier de bateaux asiatiques qui pêchent au large des côtes africaines, qui sont des vieilles coques rouillées, sans pavillon, totalement illégaux, avec des équipages qui sont globalement dans des conditions d'esclavage. Ça correspond à la réalité, c'est une réalité. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une grande partie de ce qu'on appelle donc la pêche INN, illégale, non réglementée, non reportée, elle est pratiquée par les flottilles légales.
Vous allez pêcher de jour légalement, vous revenez la nuit dans les mêmes eaux, et là, vous êtes en cas de pêche illégale. Bon, là, il y a une surveillance quand même. Que risque aujourd'hui pour qu'on comprenne bien, que risque aujourd'hui quelqu'un qui fait de la pêche illégale comme ça? Alors, on va prendre de bons exemples. Il suffirait qu'il ait une boîte noire sur son bateau et puis on pourrait le... Exactement. Et que les marines fassent leur travail. Alors, s'ils l'avaient, mais il n'y a pas cette boîte noire. C'est pas difficile. Prenons le bon Qu'est-ce qui exemple. risque aujourd'hui? Commençons par le bon exemple, soyons optimistes, justement puisqu'il est dans cette région-là. Si on prend les terres australes françaises, donc là, dans les ZE, donc les zones économiques exclusives, la marine française, souvent conjointement avec la marine australienne et sud-africaine, font un travail de très bonne qualité. C'est-à-dire que lorsqu'ils repèrent des bateaux, ils arraisonnent, quitte à les poursuivre pendant des périodes très longues et très lointaines. Donc les bateaux sont arraisonnés, saisis, voire coulés. Alors pas en plein air avec les équipages, mais... Donc là, la surveillance fonctionne. Elle fonctionne de manière aussi efficace dans d'autres zones? Malheureusement pas, et c'est ce modèle-là qu'il faudrait exporter, parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, et parce que globalement, le risque encouru par les bateaux qui se font en quelque sorte repérer n'est pas assez important. Si a posteriori vous avez une amende... Que Greenpeace propose un durcissement des lois ou une augmentation des amendes. Quelle est votre position? Alors, il y a... Ils en ont coulé, c'est pas mal. Ils ont coulé au port, évidemment, pas oui, en pleine mer. Je peux pas dire qu'ils ont coulé en pleine mer. Mais alors, oui, le modèle de surveillance militaire, évidemment, aujourd'hui, les marines des grands pays industrialisés devraient avoir vocation à s'occuper de ces problématiques-là, qui sont des problématiques, je dirais, de pêche illégale, de piraterie ou de pollution. Mais pas uniquement sous l'angle... Je vais prendre l'exemple de la Somalie, dont on parle beaucoup en ce moment. Aujourd'hui, évidemment, il y a une volonté qui se met en place, et ça montre bien qu'une volonté politique permet de changer les choses, de lutte contre cette piraterie. Très bien, c'est une bonne chose. On est au balbutiement en même temps. Mais voilà, on est au balbutiement, mais il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce que c'est les intérêts économiques de ces mêmes États qui sont menacés, que ce soit les transporteurs ou les pêcheurs. Ce travail, il faut le faire de manière aussi équilibrée sur les flottilles européennes ou asiatiques qui rentrent dans les eaux somaliennes de manière totalement illégale et qui vont, du coup, participer à cette, en quelque sorte, prédation, à ce pillage de la ressource. C'est pas uniquement pour des raisons purement de piraterie, de terrorisme qu'on voit ces gens-là aujourd'hui partir à l'assaut de ces navires-là. C'est parce que leurs ressources en poissons ont été pillées. Donc il y a un équilibre à trouver. Et puis... Parce qu'ils sont menacés, quoi, finalement. Exactement, il y a un problème de sécurité alimentaire. Vous parlez d'un équilibre à trouver. Quelle pourrait être la base de cet équilibre, selon vous? La base de cet équilibre passe probablement par la réforme du droit de la mer. Aujourd'hui, on reste encore dans une logique où c'est la liberté qui prévaut dès qu'on est en pleine mer. C'est-à-dire la loi du pêcheur libre dans le poulailler libre? Exactement. Ceci dit, s'il n'y a pas de moyens de surveillance, ce que feront les commissions régionales qui ont compétence à gérer l'activité, mais qui n'ont pas les moyens de la surveiller, ne servira jamais à rien. On a vu ça très bien ces dernières années, et le parallèle n'est pas complètement si lointain que ça, avec la pêche du thon rouge en Méditerranée. On a des capacités de surveillance qui ne permettent pas de gérer le fait qu'on pêche 2 fois plus que la légalité. Et globalement, dans l'océan Indien et dans le Pacifique, on retrouve exactement les mêmes problématiques. C'est globalement les mêmes pêcheurs qu'on va retrouver. C'est des pêcheries tonnières extrêmement industrielles. Et donc il y a un partage du gâteau. Plus le gâteau est petit parce que la ressource s'affaiblit, plus il y a de concurrence. Et en même temps, on augmente le nombre de navires. Donc on joue sur les deux bouts et on augmente la capacité. Sur ces questions de réforme du droit de la mer, est-ce qu'un des obstacles, justement, c'est pas le fait qu'on est aussi souvent dans un domaine qui relève du transnational, avec différentes nations qui n'ont pas forcément toujours des intérêts économiques concordants, et puis est-ce qu'en gros chacun ne défend pas les intérêts de ses propres pêcheurs au détriment des intérêts de la mer? C'est malheureusement l'un des grands problèmes de ces questions de gestion internationale, c'est que c'est les intérêts égoïstes, économiques, je dirais à court terme, qui déterminent les choix. Alors, dans certains cas, on voit que ce qu'on appelle une approche écosystémique, une approche où on prend ensemble du problème, l'ensemble de l'écosystème, commence à poindre. L'océan Austral est un bon exemple. Il y a une commission localement qui ne gère pas que... c'est pas qu'un club de pêcheurs, c'est aussi des paramètres environnementaux qui ont été intégrés, ce qui fait qu'on a une gestion un peu plus durable. Ce que nous, on estime qui serait une piste de réflexion extrêmement intéressante, c'est de rapprocher, je dirais, les clubs de pêcheurs, les conventions régionales de gestion des pêches et les conventions de protection de l'environnement. Il y a un endroit à mi-chemin de ces deux approches, c'est l'approche par réserve marine. Établir des zones de protection en haute mer
ou c'est fermé à la pêche. Il ne s'agit pas de punir les pêcheurs. Intégrale. Protection intégrale. Mais là aussi, il faut délimiter et surveiller. Exactement. Mais à partir de là, vous protégez les zones de reproduction, les habitats sensibles, et vous permettez, là où vous avez fermé, évidemment, on ne pêche plus. Certaines mesures pour les baleines. Exactement. Malheureusement, pas encore assez, mais c'est une piste probablement intéressante. Ça veut dire confier aux pêcheurs des outils de gestion de protection de l'environnement. C'est assez innovant, mais la prise de conscience commence à avancer. Et ça veut dire aussi donner aux pêcheurs la responsabilité de gérer leur environnement. François Chartier, je vous remercie. Vous avez évoqué quelques pistes à suivre. Pour nous, au sein de Ma Planète, ce dossier de la pêche est également un dossier à suivre. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous êtes ici comme chez vous, vous revenez quand vous voulez pour qu'on suive ensemble ce dossier qui est important. Yves Lertz, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore dans ce débat. Amis du public, je vous remercie. Et vous, chers téléspectateurs, eh bien, nous allons voir ailleurs si la pêche est plus verte. Oh Ma Planète, le blog, la partie interactive de l'émission, le blog de Grace que nous retrouvons chaque semaine avec davantage de plaisir. Et cette semaine, Grace, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous venez nous parler d'économie d'énergie. Oui, et justement, l'ADEME a fait une étude sur les consommations énergétiques des différents appareils électriques et on a l'impression que c'est plutôt positif, mais en fait, les résultats sont pas si bons que ça. C'est assez mitigé. On se rend compte que les appareils comme les réfrigérateurs et les congélateurs, leur consommation ont diminué de 33% en 10 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. En ce qui concerne les lave-linges, de 28%. Donc ça encore, c'est positif. C'est bien, mais de l'autre côté, les Français continuent à acheter des appareils de plus en plus gros, de plus en plus performants. Et donc ça, c'est par exemple les frigos américains king size, énormes, d'accord. 3 fois plus, parce qu'il faut savoir qu'un frigo américain qui fait des glaçons et tout ça, il y a aussi les écrans larges qui envahissent notre salon. Qui envahissent les salons, les écrans LCD, par exemple, sont 2 fois plus consommateurs d'énergie que les écrans cathodiques traditionnels. D'accord. Et puis, on sait aussi que pour les machines à laver, avant, on utilisait sa machine à laver 1 fois par semaine, par exemple. Et aujourd'hui, c'est souvent 3 ou 4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Donc, du coup, la consommation s'en ressent. Alors, Grace, comment réduire la consommation de tous nos appareils ? Eh bien, ce n'est pas simplement dans l'utilisation, Stéphane, mais c'est déjà en amont. Avant même de les acheter, il faut se renseigner. Et vous pouvez aller en grande surface et poser la question aux commerciaux qui vous expliqueront très bien les appareils économes en énergie. Et justement, on a été dans une grande surface et on a demandé, une personne nous a expliqué comment fonctionnent les fameuses étiquettes énergie. Alors, un petit sujet dans une grande surface. Acheter des appareils électroménagers qui consomment peu et qui soient plus écolos, c'est un véritable casse-tête. Aujourd'hui, heureusement, on trouve de nombreuses indications pour nous informer avant tout achat. Mais il faut avouer, on s'y perd un peu quand même. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un lave-linge et j'aimerais savoir quelles sont les machines qui sont les plus économiques et les plus écologiques. Alors tout va dépendre de votre usage. Donc en fait, pour faire un achat économe, il y a différents points. La première des choses, c'est de bien savoir ce que l'on veut par rapport à ses besoins. Et puis ensuite, c'est de bien s'informer. Alors pour bien s'informer, depuis plus d'une dizaine d'années, on a des étiquettes énergie qui ont vu le jour par rapport à la Commission européenne. C'est véritablement quelque chose de normé et qui va nous permettre d'avoir la classification de l'appareil en fonction de sa propre consommation énergétique. Alors ça se décline des appareils économes au peu économes, donc du A jusqu'au G. Et souvent, vous verrez des compléments d'information sur la consommation d'eau, par exemple, le niveau sonore, ou la sous-catégorie éventuelle de la classification énergétique, par exemple du A2+. Et alors le A2+, pour du lave-linge, ça correspond à 20% d'économie d'énergie par rapport à une classification A traditionnelle. Les technologies des appareils, elles, ont beaucoup évolué, mais pas encore les directives européennes. On ne trouve quasiment que des appareils classés A, d'où ces fameuses sous-classifications, en complément de toutes les autres informations que l'on peut trouver sur l'étiquette. On va avoir la consommation énergétique du produit, mais on va avoir également, par exemple, pour une machine à laver le linge, l'efficacité de lavage, l'efficacité d'essorage. Étant donné que l'étiquette énergie donne un aspect assez général du produit, il est intéressant pour le consommateur de se rapprocher des fiches informatives qui vont rentrer un peu plus loin dans les caractéristiques de l'appareil que vous retrouvez dans tous les distributeurs, sur lesquels vous aurez des focus sur des valeurs vraiment chiffrées de consommation qui peuvent aussi aider le consommateur à bien choisir. Et par contre, je voudrais me débarrasser de mon ancien frigo, du coup, qu'est-ce que j'en fais ?
Alors ça, c'est pas du tout un problème. Par rapport à la législation, aujourd'hui, on est tenu de reprendre l'ancien produit lorsque vous voulez le renouveler. Donc pour un réfrigérateur, on vous livrera le produit et lors de la livraison, vous récupérera l'ancien. Et comment je les choisis? Alors on sait que les réfrigérateurs sont les produits les plus énergivores dans un foyer. Ça représente à peu près 30 à 40% de la consommation énergétique du foyer. Et donc il y a pas mal de technologies qui ont vu le jour. Alors sur des produits qui vont avoir par exemple du froid ventilé, ça va permettre au réfrigérateur de descendre en température de manière plus rapide et donc de consommer moins d'énergie par rapport à un appareil qui marcherait plus longtemps pour descendre à une température normale de 4 à 6 degrés. Donc un produit économiquement intéressant est souvent plus cher, tout simplement parce qu'il y a le coût de développement associé à la technologie qui lui permet de faire ses économies. Et donc par contre, ce qui est intéressant de voir, ce n'est pas le prix d'achat, mais c'est combien il peut revenir à l'année par rapport à son utilisation. Un coût qui fait hésiter, mais qui est souvent justifié. Alors avant tout achat, n'oubliez pas, lisez les étiquettes. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur l'art délicat et subtil de choisir sa machine à laver ou son grille-pain en fonction de sa consommation électrique. Grace, je vous remercie. Merci à vous. J'ai une dernière question pour vous. Qu'en est-il du fameux concours sur l'eau? Est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'on peut... Non, il n'est pas mort, il existe toujours. Vous pouvez aller sur le site des gardiens de Ma Planète. J'attends toujours les vidéos de nos fidèles et les vidéos des gens qui sont des artistes dans la... vous attend. Tout ce qui est reportage, tout ce qui est clips musicaux, slam, rap, R&B, tout ce que vous voulez. Et puis également des peintures, des poésies, on attend ça sur le site des gardiens de Ma Planète. Bon, bien, Grace, à très bientôt, à la semaine prochaine plus à la semaine précisément. prochaine, Stéphane. Et vous donc participez au concours. Dans la semaine, faites des petits gestes pour économiser l'énergie ou pour réduire votre production de déchets. Voilà, c'est fini. Avec un peu de tristesse, je vous laisse, mais je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.